Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les intégrales simples. Après avoir vu dans une précédente vidéo le lien entre intégrale et R sous la courbe, nous allons ici faire le lien entre intégrale et primitive. Ce lien est capital pour le calcul des intégrales en pratique. Mais pour commencer, rappelons la définition d'une primitive. Donc, on part d'une fonction petit f définie et continue sur un intervalle i de l'ensemble des réels. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu la notion de continuité, je précise que une fonction est continue sur un intervalle i si la courbe représentative de la fonction f peut être tracée en un seul morceau. C'est-à-dire que lorsque l'on trace la courbe, on n'a pas besoin de lever le crayon. Donc ceci étant précisé, grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle i si, premièrement, grand F est dérivable sur l'intervalle i, et deuxièmement, si la dérivée de grand F vérifie grand F' de x est égal à petit f de x pour tout x dans l'intervalle i. Autrement dit, la dérivée de la primitive, ça doit être petit f. Donc pour illustrer ça, on prend un exemple. Donc si on considère petit f défini par f de x égale 2x pour tout réel x, et bien par exemple, grand f de x égale à x au carré, définit grand f, et grand f est une primitive de petit f, puisque lorsqu'on dérive x au carré, on trouve bien 2x. Cependant, x au carré, ça fonctionne, mais en fait, si on avait pris x au carré plus 8, ça fonctionnait aussi. Puisque lorsqu'on dérive x au carré plus 8, ça nous fait 2x, donc la dérivée d'x carré est 2x, plus la dérivée de 8, 0, et donc 2x plus 0, ça fait 2x, et donc x carré plus 8 nous fournissait aussi une primitive pour petit f. Alors ça illustre une info essentielle, c'est que lorsque l'on a à déterminer des primitives d'une fonction, eh bien en fait, elles sont toutes définies à une constante près. Donc, pour noter ce fait-là, si on veut, eh bien, on peut écrire ça avec une intégrale sans borne. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit intégrale sans borne de 2x dx, en fait, ça décrit toutes les primitives de petit f définies par f de x égale 2x. Et donc ici, concrètement, ça veut dire que lorsqu'on écrit intégrale de 2x dx, donc intégrale sans borne de 2x dx, eh bien c'est en fait x au carré plus un certain c, avec c qui désigne une constante réelle quelconque. Et donc comme ça, derrière x carré plus c, on retrouve x carré, puisque si c vaut 0, ça donne bien x carré. Si c vaut 8, ça nous donne le x carré plus 8. Et donc justement, avec x carré plus c, on voit que x carré plus 212 donne aussi une primitive de 2x, x carré plus racine de 2 est aussi une primitive, etc., etc. Donc ceci étant précisé, on peut maintenant énoncer le résultat fondamental qui fait le lien entre intégrale et primitive. Donc on est toujours avec une fonction f définie et continue sur un intervalle i. On considère deux réels a et b dans i, donc peu importe lequel est le plus petit, lequel est le plus grand, ça n'a pas d'importance dans ce qui va suivre. Et dans ce cas-là, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est en fait le crochet entre a et b de grand f de x. Alors ça, c'est simplement une notation qui désigne grand f de b moins grand f de a. Donc quand on écrit le crochet, il faut surtout penser que c'est l'expression qu'il y a dans le crochet, donc ici grand f de x calculé pour x égale b, donc comme ça fait grand f de b, moins l'expression qu'il y a dans le crochet, grand f de x, calculé pour x égale petit a, donc moins grand f de a. Et ici, grand f désigne une primitive de petit f sur l'intervalle i. Donc là encore, si on illustre ça sur un exemple, si on doit calculer l'intégrale de 2 à 3 de 2x dx, eh bien on cherche une primitive de 2x, donc là on en a parlé tout à l'heure, on peut prendre par exemple x au carré, et dans ce cas-là, ça fait le crochet, entre crochet x carré, à prendre entre 2 et 3. Donc ça fait l'expression x carré calculée pour x égale 3, donc 3 au carré, moins l'expression x au carré calculée pour x égale 2, donc moins 2 au carré. Donc ça fait 9 moins 4,
ça nous donne 5. Donc là où il faut faire attention, c'est que dans la définition qu'on a ici, grand F désigne une primitive de petit f, n'importe laquelle en fait. Donc ici on a fait le choix de prendre x au carré, mais la question c'est est-ce que si on avait pris à la place de x carré par exemple x carré plus 8, est-ce que ça aurait modifié le résultat? Eh bien en fait non. Le résultat de l'intégrale, il ne dépend pas de la primitive qu'on a choisie. Alors pourquoi ça? Si on revient sur l'exemple qu'on est en train de traiter, eh bien, quand on fait le calcul de cette intégrale-là, quand on fait le choix d'une primitive, si on prend par exemple x carré plus c, avec c un réel quelconque, une constante quelconque, eh bien, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Eh bien, en fait, ça fait la valeur qu'il y a dans le crochet, donc x carré plus c, calculée en x égale 3, donc ça nous fait entre parenthèses 3 au carré plus c, moins la valeur de ce qu'il y a dans le crochet, calculée en x égale 2. Donc ça nous fait 2 au carré plus c, donc tout ça entre parenthèses. Donc quand on calcule ça, ça nous fait 9 plus c, moins, attention, donc comme il y a des parenthèses, ça fait moins 4 moins c, et on constate que c moins c, ça fait 0, et donc il nous reste juste 9 moins 4 qui fait 5. Et donc là on constate que peu importe le nombre qu'on aurait mis sur c, et bien de toute façon comme dans le calcul ça fait c moins c, en fait c n'intervient pas dans le calcul. Et donc d'ailleurs, quand on fait les calculs en général de l'intégrale de 2 à 3 de 2x dx, en fait quand on fait le choix de la primitive, enfin d'une primitive, en général on prend justement une primitive, ou la primitive même avec c qui est égal à 0. Parce que ça sert à rien de toute façon d'aller mettre autre chose pour c, puisque de toute façon dans le calcul ça va finir par disparaître. Donc voilà, un petit exemple pour illustrer cette formule-là, mais il faut bien être conscient que cette formule-là, elle est au cœur de tous les calculs d'intégrale, donc il faut bien la connaître, il faut pas faire un méli-mélo entre qui est en bas là dans le crochet, qui est en haut, enfin, de bien savoir que c'est la valeur calculée en x égale la valeur du haut, moins l'expression pour x calculée, enfin pour x qui vaut la valeur du bas. Et donc cette formule-là, là, elle est à connaître absolument, et après il faudra savoir l'utiliser dans des cas concrets, mais c'est vraiment la pierre angulaire de tout calcul d'intégrale. Donc c'est vraiment incontournable. Bien, alors maintenant pour terminer cette vidéo, on va donner deux propriétés essentielles de l'intégrale. Donc on va commencer par les linéarités, et on va enchaîner après par la relation de Chasles. Donc pour ce qui est de la linéarité, il y a deux versions, donc qui sont équivalentes, mais on va commencer par la version numéro 1. Donc dans cette version numéro 1, on considère deux fonctions f et g, et des constantes lambda et mu, donc des constantes réelles, et donc ça veut dire que lambda et mu ne dépendent pas de la variable x. Donc par exemple, lambda et mu, ça peut être 2, 28, 1 tiers, racine de 2, moins 54, j'en passe et des meilleurs. Donc dans ce cas-là, quand on fait l'intégrale de a à b de lambda fois f de x plus mu fois g de x, donc le tout fois dx, eh bien en fait ça fait lambda fois intégrale de a à b de f de x dx, plus mu fois intégrale de a à b de g de x dx. Donc ça, si on veut, c'est une version condensée, où on voit peut-être pas exactement où est-ce qu'on veut aller avec ça, et je trouve moi que la version 2 est bien plus parlante, parce qu'en fait, il y a deux égalités, mais qui sont contenus en fait dans la version numéro 1. Mais la version 2 me paraît plus simple à comprendre. Donc dans cette version 2, on a toujours deux fonctions f et g, et on a une constante réelle lambda. Eh bien, la première info qui est donnée dans cette version numéro 2, c'est que l'intégrale de a à b de f de x plus g de x, le tout fois dx, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx, plus intégrale de a à b de g de x dx. Autrement dit, quand on fait l'intégrale d'une somme, donc f plus g, eh ben ça va être égal à la somme des deux intégrales. Donc intégrale de f plus g, c'est intégrale de f plus intégrale de g. Donc ça, c'est la première info. Et la deuxième info, c'est que intégrale de a à b de lambda fois f de x dx, c'est égal à lambda fois intégrale de a à b de f de x dx. Autrement dit, lorsqu'on fait l'intégrale d'une constante multipliée par une fonction, on a droit de sortir la constante en produit de l'intégrale. Et la constante ici, dans cette partie-là, il faut bien voir qu'elle est en produit de l'ensemble de l'expression.
Et dans ce cas-là, donc, on peut sortir la constante de l'intégrale. Et donc, c'est pas trop compliqué à voir, hein, mais si on a la version numéro 1, on peut en déduire la version numéro 2. C'est-à-dire, par exemple, si on fait lambda égale mu égale 1, on retrouve la première égalité. Et si ici on fait mu égale 0, eh bien on retrouve la deuxième égalité. Et on peut montrer aussi que si on a les deux égalités de la version 2, eh ben ça permet de démontrer l'égalité de la version 1. Donc c'est vraiment deux choses complètement équivalentes, mais je trouve que la version numéro 2 est plus pratique et plus simple à retenir, et en général, c'est plutôt ces deux-là qui sont utilisés en pratique. Alors maintenant, il faut bien faire attention à quelque chose, c'est que là, on voit que dans cette version numéro 2, on a la somme de deux fonctions, f plus g, et là, on a le produit d'une constante par une fonction f. Mais aucune des deux ne parle du produit de deux fonctions. Et pour cause, c'est que en fait, il n'y a pas de formule pour intégrale de f multiplié par g. Et donc il faut pas croire que dans cette version numéro 2, on dit quelque chose, et il faut bien le dire que ça c'est une des erreurs les plus fréquentes que l'on voit dans les copies d'étudiants. C'est que souvent, lorsqu'un étudiant a l'intégrale d'un produit à calculer, typiquement un truc du genre intégrale de x multiplié par exponentielle x, eh bien c'est pas facile à calculer cette intégrale-là, et quand l'étudiant bloque sur cette intégrale-là, il se dit « Oh, bah il doit bien y avoir une formule ». Et souvent, il se dit « Oh, bah la linéarité doit bien nous faire ça », et parfois, on voit certains qui veulent mettre à la place du plus ici un multiplié, du coup ici ils mettent un multiplié, et ça fait la plus grosse erreur que l'on puisse faire sur les calculs d'intégrale. Donc faites bien attention à ça, n'inventez pas des formules quand vous êtes bloqué sur des calculs, essayez de trouver la parade, surtout essayez à chaque fois de vous raccrocher à ce qui a été vu en cours, à des formules qui ont été données, ou à des techniques de calcul qui ont été aussi montrées en cours. Donc attention danger là, avec intégrale d'un produit de deux fonctions. Bon, maintenant que l'on a dit ça, on peut passer donc à la relation de Chasles. Donc dans cette propriété-là, en fait, on considère trois réels A, B et C, donc peu importe dans quel ordre. Et dans ce cas-là, intégrale de A à C de la fonction f plus intégrale de C à B de la fonction f, c'est égal à intégrale de A à B de la fonction f. Donc il faut vraiment que ce soit à chaque fois la même fonction f. Donc il n'y a pas de fonction g dans cette affaire-là, quoi. Et donc du coup, cette propriété-là, pour la retenir, le mieux c'est de penser à ce qui se passe géométriquement. Donc intégrale de A à C de f, c'est comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, c'est l'aire sous la courbe qu'il y a entre A et C. Si on ajoute intégrale de C à B de la fonction f, bah c'est l'aire sous la courbe qu'il y a entre C et B. Donc quand on fait l'aire mauve plus l'aire orange, eh bien on trouve l'aire bleue là qui est toute l'aire bleue qui est là, et qui est en fait l'aire qui va de A jusqu'à B, donc qui est intégrale de A à B de f de x dx. Donc là, évidemment, pour retenir cette formule-là, j'ai placé C entre A et B, mais ça marcherait aussi si C est à l'extérieur de l'intervalle AB. Donc maintenant, pour terminer, on voit juste une conséquence de la relation de Chasles, c'est que lorsque on fait ici dans la formule B égale à A, eh bien en fait, ça va nous permettre de démontrer cette égalité-là. Alors pourquoi ça ? C'est que si on fait B égale à A, ici à droite, on a intégrale de A à A de f de x dx. Donc en termes d'aire sous la courbe, en fait, il n'y a pas d'aire pour aller de A jusqu'à A. Donc ça veut dire que l'aire, en fait, elle est nulle. Donc si l'aire est nulle, c'est-à-dire qu'ici à droite, on a 0. Ici, on a intégrale de A à C de f, plus intégrale de C à B, mais en fait, B égale à A. Donc intégrale de C à A. Donc ça nous donne vraiment ici intégrale de A à C de f égale moins intégrale de C à A de f. Et ça, souvent, c'est utile parce que moi les étudiants ont l'habitude d'avoir dans une intégrale la valeur la plus petite en bas et la plus grande en haut. Et ils sont presque perturbés quand la borne du bas est plus grande que la borne du haut. Donc typiquement, ils ont parfois, intégrale de 10 à 0.
Et donc ça les perturbe là d'avoir 10 qui est plus grand que 0. Mais en fait, si vraiment ça vous perturbe, ben vous pouvez toujours utiliser cette égalité-là et dire que l'intégrale du coup de 10 à 0 de votre fonction, c'est en fait moins l'intégrale de 0 à 10 de votre fonction. Et dans ce cas-là, vous retombez sur des choses peut-être qui vous paraissent plus faciles à gérer, parce que vous avez la valeur la plus petite en bas et la valeur la plus grande en haut. Donc ça, c'est une petite formule, mais qu'il est bon d'avoir en tête. Ainsi, avec cette vidéo, nous sommes prêts pour toutes les prochaines vidéos présentant les différentes méthodes pour calculer en pratique des intégrales.